Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. En ce moment même, Jean-Claude Juncker s'adresse au Parlement européen pour son fameux discours State of the Union, le discours sur l'état de l'Union qui a lieu tous les ans. Sans surprise, c'est la question des réfugiés et qui occupe une large partie de son adresse donc au Parlement. Plusieurs annonces sur cette question, notamment les clés de répartition. Des milliers de réfugiés arrivés sur le territoire européen depuis quelques mois. Rendez-vous dans une petite heure pour décrypter et analyser ce discours avec mes invités. Mais d'abord, direction l'hémicycle de Strasbourg. À tout à l'heure. Sehr verehrter Herr Präsident, Herr Ratspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, c'est pour moi un devoir bien agréable, c'est même un plaisir de présenter une allocution sur l'état de l'Union pour la première fois dans ma courte vie. En tant que Premier ministre luxembourgeois, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de prononcer des allocutions sur l'état du pays. Genau dies wird mir heute auch in diesem Hause passieren. J'ai préparé mon intervention aujourd'hui dans des situations, dans des circonstances inhabituelles, pour des raisons que vous vous imaginez. Je m'efforcerai néanmoins de faire de mon mieux. Je m'exprime ici dans le contexte d'un accord entre le Parlement européen et la Commission européenne, selon lequel le président de la Commission doit se présenter devant le Parlement européen lors de la session de septembre pour répondre de ce qui a été fait et pour parler de ce qui est envisagé pour les mois à venir. Il s'agit des priorités pour le travail à venir de la Commission et de l'Union européenne en partie également. J'ai eu l'occasion de communiquer nos priorités au président du Parlement européen et au président en exercice du Conseil avec une présentation des 10 priorités de la Commission. Je ne vais pas les passer en revue à nouveau ici aujourd'hui. Je vous renvoie aux documents écrits qui ont été transmis par le vice-président Timmermans et moi-même au président du Parlement européen, au président du Conseil. Je vais m'efforcer pour ma part d'illustrer de mon mieux le contenu de ces documents. Je suis le premier président de la Commission qui a été élu, non pas de façon indirecte, mais de façon directe, et qui a été porté à ses fonctions par le vote du Parlement européen. Dès le début, dès ma première intervention au Parlement européen, le 14 juillet de l'année passée, j'ai eu l'occasion de dire que la Commission que j'ai l'honneur de présider serait une commission plus politique et que donc le président de la Commission européenne
prozeduralen, demokratischeren Ablaufes seiner Ernennung auch ein politischer Präsident. Lui aussi, compte tenu de l'évolution de nos procédures, serait lui aussi un président plus politique. Et lorsque je dis politique, ici j'emploie le terme au sens le plus noble du terme. Nous ne sommes pas des politiciens. Je n'aime pas cette expression française qui parle de politiciens. Nous sommes, vous et nous, vous et moi, des hommes politiques. Wenn ich sage politisch, dann heißt das nicht, dass wir alles politisieren. Cela ne veut pas dire que nous voulions tout politiser. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'avis que nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à faire comme si de rien n'était. Business as usual. Ich würde Sie sehr herzlich bitten, nicht darauf zu achten, wie oft ich das Wort sozial in den Mund nehme. Bon, Mein Herz ist voll. Vous savez que quel que soit le nombre de fois que j'emploie le terme de social, mon cœur est plein de cette notion du social. L'économie me tient particulièrement à cœur également. L'heure est à parler franc en Europe et nous devons aborder de cette façon les grandes questions qui se posent à l'Union européenne aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer. Je ne suis pas pessimiste de nature, mais on ne peut pas dire que la situation soit rose dans l'Union européenne. Le président de la Commission, le représentant des démocraties européennes, n'a pas à rosir le tableau. L'Union européenne n'est pas en bonne état. Dans cette Union européenne d'aujourd'hui, nous manquons d'Europe et nous manquons d'union. C'est ce que nous voulons changer, c'est que nous devons changer. C'est que nous devons nous efforcer de changer. C'est ce que nous commande le mandat que nous ont confié les Européens. Et c'est ce que me commande le mandat que votre Assemblée m'a donné. En anglais. Je ne vois pas pourquoi vous perdez votre calme lorsqu'il s'agit de parler d'Union européenne. Vous pouvez m'interrompre de temps en temps, je ne répondrai pas à ce que vous dites parce que ce que vous dites ne le mérite pas. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, quel que soit le programme de travail, quel que soit l'agenda législatif, la première priorité aujourd'hui est et doit être la question de la crise des réfugiés. Depuis le début de l'année, pratiquement 500 000 personnes sont arrivés en Europe. La grande majorité d'entre eux fuient la Syrie, la terreur de l'État islamique en Libye ou la dictature d'Érythrée. Les États membres les plus touchés sont la Grèce, avec plus de 200 000 réfugiés, la Hongrie, avec environ 150 000 réfugiés, et l'Italie, avec 120 000 réfugiés. Ces chiffres sont éloquents. Pour certains, ils sont même effrayants. Mais maintenant, ce n'est pas l'heure d'avoir peur, d'être effrayé.
Il est temps de prendre des actions concertées, courageuses, fortes. Il s'agit là de l'Union européenne, des États membres et des institutions. La première grande question à aborder avant toutes les autres est celle de la dignité humaine, de l'humanité. Et pour l'Europe, il s'agit là également d'avoir une équité historique. Nous, Européens, nous sommes tous Européens ici. Oui, très bien. Je note que vous ne vous identifiez pas comme Européens. Très bien, c'est noté. Mais le temps n'est pas venu d'avoir peur. Il est temps de faire preuve d'humanité et de dignité humaine. Nous, Européens, nous tous, en tout cas c'est ce que je pensais avant avoir été interrompu, nous devons tous bien garder à l'esprit que l'Europe est un continent où pratiquement chacun a à un moment été réfugié. Notre histoire commune est marquée par ces millions d'Européens qui ont fui la persécution religieuse, politique, qui ont fui la guerre, la dictature, l'oppression. Les personnes qui quittaient la France au XVIIe siècle, les Sinti, les Roms, les Juifs, beaucoup d'autres qui ont fui l'Allemagne pendant la période nazie dans les années 1930 et 1940. Les républicains espagnols qui sont arrivés dans des camps de réfugiés dans le sud de la France à la fin des années 30, après leur défaite dans la guerre civile. Les révolutionnaires hongrois qui se sont rendus en Autriche et ailleurs, partout en Europe, après leur révolte. Après leur soulèvement contre le pouvoir communiste a été réprimé par des chars en 1956. Les Tchèques, les Slovaques, qui ont cherché l'exil dans d'autres pays, notamment le mien. Après l'oppression du printemps de Prague en 1968, des centaines de milliers qui ont dû quitter leur maison après les guerres en Yougoslavie. Et ceci, c'était à la fin du siècle dernier. Pas il y a des siècles, mais à la fin de ce siècle, la dernière décennie du XXe siècle. Avons-nous oublié tout cela? Avons-nous oublié qu'il y a davantage de personnes appelées McDonald's aux États-Unis que dans l'ensemble de l'Écosse? Il y a davantage de O'Neill et de Murphy aux États-Unis, bien plus qu'il n'y en a en Irlande. Avons-nous oublié que 20 millions de personnes d'origine polonaise vivent en dehors de la Pologne à cause de l'immigration politique et économique, après les expulsions forcées, les réinstallation dans cette histoire difficile de la Pologne. Avons-nous oublié la dévastation causée par la Deuxième Guerre mondiale? 60 millions de personnes étaient réfugiées en Europe à cause de cette terrible période de l'histoire européenne. Il y a eu la Convention de 1951, la Convention de Genève sur l'état des réfugiés afin de pouvoir accueillir ceux qui avaient voulu fuir la guerre en Europe et fuir l'oppression totalitariste. Nous, Européens, devrions bien savoir et ne devons jamais oublier pourquoi accueillir et donner l'asile est si important. Le droit fondamental, le droit à l'asile est l'un des droits les plus importants au niveau international, au niveau européen, il ne faut pas l'oublier.
J'ai déjà dit dans cet hémicycle et ailleurs par le passé que nous sommes trop rarement fiers de notre patrimoine européen, notre héritage européen et notre projet. En dépit de nos fragilités, de nos faiblesses, des faiblesses que nous pensons avoir aujourd'hui, dans l'Europe actuelle, qui est considérée comme un lieu d'asile, un lieu d'exil. C'est l'Europe aujourd'hui qui représente un lieu d'espoir, un havre de stabilité pour toutes ces personnes venues d'Afrique et du Moyen-Orient. Et je dois le dire ici, nous devrions en être fiers, nous ne devrions pas en avoir peur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, en dépit des nombreuses différences entre les États membres, l'Europe est de loin le continent le plus stable dans le monde. Ceux qui critiquent l'Europe, l'intégration européenne, la construction européenne, l'Union européenne, doivent bien admettre que c'est là un lieu de paix, un lieu de stabilité, et nous devrions en être fiers. Nous avons les moyens d'aider ceux qui fuient la guerre, la terreur, l'oppression. Je sais que beaucoup seront tentés de dire que c'est très bien, mais que l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde. C'est vrai. Il est vrai que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais soyons honnêtes et remettons les choses dans leur contexte. Il y a en effet un nombre très important, sans précédent, de réfugiés qui arrivent en Europe à l'heure actuelle. Toutefois, ils ne représentent que 0,11% de l'ensemble de la population de l'Union européenne. Il y a des endroits où il y a 25% de réfugiés. Qui sommes-nous alors, si l'on ne remet pas les choses dans leur contexte? Soyons clairs, soyons honnêtes face aux citoyens qui ont des craintes. Tant qu'il y aura la guerre en Syrie, la terreur en Libye, la crise des réfugiés ne va pas se résoudre d'elle-même. Nous ne pouvons construire des murs ou autres, mais sans faire preuve de démagogie. Imaginez, une seconde, s'il s'agissait de vous, avec votre enfant dans les bras, le monde que vous connaissiez en train de se désagréger, vous seriez prêt à tout, à surmonter tous les murs, à traverser toutes les mers, à traverser toutes les frontières pour fuir la guerre, le barbarisme et ce qu'on appelle l'État islamique. Nous luttons contre cet État islamique. Alors pourquoi ne sommes-nous pas prêts à accueillir ceux qui fuient cet État islamique? Nous devons accepter ces personnes sur le territoire européen. Il est grand temps d'agir, de gérer la crise des réfugiés. Il n'y a pas d'alternative possible à cela. On a beaucoup montré du doigt. On l'a vraiment trop fait ces dernières semaines. Les États membres se sont accusés les uns les autres de ne pas agir davantage ou alors de mal agir. Et
Très souvent, on a montré du doigt Bruxelles. Bruxelles est toujours accusée en cas d'échec des États membres. Si les États membres ne font pas leur travail, c'est Bruxelles, c'est la Commission européenne, le Parlement européen qui sont accusés de ne pas agir. Nous pourrions tous, bon, peut-être pas tous, mais la majorité des personnes présentes dans l'hémicycle, moi-même, les commissaires, pourrions être en colère face à cela. Mais je me demande à quoi bon. Être en colère ne résout en rien les problèmes. Rejeter la faute sur les autres n'aide pas les réfugiés et les migrants. Et cette tentative d'accuser les autres est très souvent un signe du fait que les hommes politiques, les décideurs, les législateurs parfois sont dépassés par des événements inattendus. Au lieu de cela, nous devrions plutôt nous souvenir de ce qui pourrait aider dans la situation actuelle. Il est temps de réfléchir à ce qui est sur la table et nous devons avancer rapidement. Il ne s'agit pas ici de commencer à zéro. Cela fait déjà un certain temps que la Commission, non pas la mienne, mais celle du commissaire Barroso, a fait adopter texte après texte pour avoir un système d'asile commun européen. Et le Parlement, le Conseil ont fait appliquer ces textes les uns après les autres, et le dernier d'entre eux est entré en vigueur au mois de juillet 2015, il y a 2 mois. Aujourd'hui, il y a des normes communes en Europe sur la façon d'accueillir les demandeurs d'asile. Il s'agit de respecter leur dignité, on régit la façon dont les demandes d'asile sont traitées et il y a des critères communs qui sont appliqués et les systèmes judiciaires indépendants les utilisent afin de déterminer si une personne a le droit de bénéficier de cette protection internationale. Mais ces normes, mesdames et messieurs les députés, ces normes doivent être appliquées de façon pleine et entière et respectées partout en Europe. Mais ce n'est pas le cas, visiblement. Avant l'été, pas après l'été, mais avant l'été, la Commission a lancé une première série de 32 actions en violation puisque les États membres n'ont pas appliqué ce pourquoi ils avaient donné leur accord. Il s'agit là de notre crédibilité. On agit, on légifère, mais l'on n'applique pas les textes par la suite. Les États membres doivent bien respecter les textes internationaux européens sur lesquels ils se sont mis d'accord. Une deuxième série de procédures d'infraction suivront dans les jours à venir. Les normes communes d'asile sont importantes, mais elles ne suffisent pas pour faire face à la crise des réfugiés actuelle. La Commission, le Parlement, le Conseil ont déclaré au printemps que nous avions besoin d'un agenda européen complet sur la migration. La Commission l'a proposé au mois de mai et il serait injuste de dire que rien ne s'est passé depuis. Nous avons triplé notre présence en mer. 122 000 vies ont pu être sauvées depuis. Chaque vie perdue est une vie perdue de trop. Et bien plus ont pu être sauvées, de nombreuses personnes ont pu être sauvées. Il y a une augmentation très forte du nombre de vies sauvées et nous devrions en être fiers. 29 États membres, pays associés Schengen, participent aux opérations communes lancées par Frontex en Italie. 102 officiers de pays différents, 31 navires, 3 hélicoptères, 4 avions
Différents types de véhicules, de transport et autres ont été mobilisés. Il s'agit là des premières mesures qui montrent la solidarité européenne en action, même s'il faudra faire davantage. Nous devons redoubler nos efforts pour lutter contre les passeurs, les trafiquants d'êtres humains. Aujourd'hui, il est plus difficile de trouver ces embarcations de fortune, de moins en moins de personnes embarquent. Et ainsi, ce chemin de passage par la Méditerranée a vu le nombre de réfugiés passer par là se stabiliser. Et nous devons maintenant stabiliser également le nombre de passages par les autres, par les Balkans. L'Union européenne est également le premier bailleur de fonds dans les efforts qui sont faits au niveau international pour faire face à cette crise en Syrie. 4 milliards d'euros ont été mobilisés par la Commission européenne, c'est-à-dire par vous également, et les États membres. Il s'agit là d'une aide au développement économique, humanitaire pour la Syrie, pour les réfugiés et les communautés qui les accueillent au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Égypte. Aujourd'hui, nous avons lancé 2 nouveaux projets pour la sécurité alimentaire et l'éducation pour 240 000 réfugiés syriens en Turquie. Et par ailleurs, j'aimerais que nous applaudissions les efforts de la Jordanie, de la Turquie, de l'Égypte et du Liban. Ces pays sont bien plus pauvres que nous et ils déploient des efforts que nous devons applaudir, que nous devons bien reconnaître, aussi bien en termes moraux que financiers. Ensemble, nous nous sommes engagés à réinstaller 220 000 personnes en dehors de l'Europe dans les années à venir pour faire preuve de solidarité avec nos voisins. Bien évidemment, c'est un effort qui reste modeste, trop modeste, en comparaison aux efforts herculéens de la Turquie, de la Jordanie, du Liban, qui accueillent plus de 4 millions de réfugiés syriens. Mais je suis encouragée par le fait que certains États membres, maintenant, font preuve de leur volonté d'aller plus loin dans les efforts de réinstallation européens. Cela nous permettra de rapidement avoir un système structuré pour avoir un effort de réinstallation plus systématique. Il faut le faire et cela sera fait. L'Europe n'a pas suffisamment agi, elle n'a pas fait preuve de suffisamment de solidarité vis-à-vis des réfugiés qui sont arrivés sur notre territoire. Pour moi, il ne fait aucun doute que les États membres où les réfugiés sont arrivés en plus grand nombre, comme l'Italie, la Hongrie et la Grèce, ne peuvent pas être laissés seuls pour faire face à ce défi immense. Et c'est pour cela que la Commission a proposé un mécanisme d'urgence dès mai, dès le mois de mai, pas maintenant seulement, pour relocaliser ces personnes cherchant la protection internationale en Italie et en Grèce. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous proposons un deuxième mécanisme d'urgence pour relocaliser 120 000 personnes en provenance d'Italie, de Grèce et de Hongrie. Cela doit être fait de façon obligatoire. J'invite les États membres à adopter les propositions de la Commission européenne en ce qui concerne ces plans d'urgence. 160 000 réfugiés au total, c'est une proposition qui devrait être adoptée lors du Conseil du 14 septembre. Nous parlons de 160 000.
personnes dont les Européens doivent s'occuper, que nous devons accueillir dans nos bras. Et j'espère que cette fois-ci, tout le monde sera embarqué. Tout le monde participera à cet effort. Tout le monde doit agir de concert. Nous parlons d'êtres humains. Ne l'oublions pas. Il s'agit d'êtres humains qui viennent de Libye, de Syrie aujourd'hui. Et ce qui leur arrive aujourd'hui pourrait toucher d'autres demain. Alors, est-ce qu'on va sélectionner? Est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va distinguer entre juifs, chrétiens, musulmans? Notre continent a fait une très mauvaise expérience en triant sur base de critères religieux. Il n'y a pas de philosophie de morale, de religion lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Mesdames et messieurs, l'hiver approche. Voulons-nous voir des familles dormir dans des halls de gare à Budapest ou ailleurs, sous des tentes froides, dans la nuit, avec le gel? L'hiver approche et nous devons nous occuper de ces personnes pendant l'hiver, nous occuper de ces personnes qui ont fui leur pays pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Bien entendu, la relocalisation seule ne résoudra pas les problèmes. Il est vrai qu'il faut s'occuper particulièrement de ceux qui ont besoin de protection internationale et qui déposent une demande d'asile. Et il y en a qui quittent leur pays pour des raisons autres que celles relevant du droit d'asile. Et c'est pour cela que la Commission européenne propose aujourd'hui une liste commune de pays d'origine sûrs. Cette liste de pays permettra aux États membres d'accélérer les procédures d'asile ou de procédures pour les pays provenant de pays réputés sûrs. Et ces critères doivent s'appliquer pour tous les pays pour lesquels le Conseil de l'Europe a décidé qu'ils remplissaient les conditions pour accéder, en particulier en ce qui concerne les droits de l'homme, l'état de droit. Et cela s'applique également à d'autres États potentiellement candidats dans les Balkans occidentaux, compte tenu de leurs progrès réalisés pour obtenir le statut d'État candidat. La liste des États sûrs n'est qu'une simplification de procédure, bien entendu. Elle ne touche en rien au droit fondamental, au droit d'asile de personnes venant d'Albanie, d'Herzégovine, Monténégro, Serbie ou Turquie. Cela ne touche en rien au droit des personnes venant de ces pays à bénéficier du droit d'asile. Et il y a bien entendu un accent qui sera mis sur les pays en crise, en guerre. Une liste donc de pays sûrs ne touche en rien le droit des personnes à bénéficier de l'asile de pays apparaissant quand même sur cette liste de pays sûrs. Nous ne neutralisons en rien la Convention de Genève. L'asile est un droit et continue à le rester. Les pays apparaissant sur la liste des pays sûrs doivent savoir que s'ils sont retirés de cette liste parce que les droits fondamentaux ne sont pas garantis
dans ce pays, ils perdront toute chance de rejoindre l'Union européenne. Ces deux choses vont de pair. Une liste de pays sûrs, oui, mais il est temps d'impulser un changement plus fondamental dans la façon dont nous gérons le droit d'asile, en particulier le système de Dublin, qui demande que les demandes d'asile soient traitées par le premier pays d'entrée. Il nous faut davantage d'Europe dans notre politique en matière d'asile. Il nous faut davantage d'union dans notre politique en faveur des réfugiés. Une vraie politique de réfugiés d'asile européenne implique que la solidarité soit ancrée dans nos règles et dans l'approche que nous appliquons. C'est pour cela que la Commission européenne propose un mécanisme de relocalisation permanent, j'insiste, qui nous permettra de faire face à des situations de crise aussi rapidement que possible à l'avenir, plus rapidement à l'avenir, c'est-à-dire plus rapidement que dans le passé. Une politique commune de l'asile et de réfugiés nécessite un rapprochement des politiques une fois que le statut a été octroyé. Les États membres doivent réexaminer leur politique d'intégration, d'inclusion. La Commission européenne invite les États membres à mobiliser de nouveaux fonds pour soutenir ces politiques. Et la Commission européenne et moi-même sommes favorables à permettre aux demandeurs d'asile de travailler pour qu'ils puissent gagner leur argent une fois que leur demande est traitée. Le travail, un emploi, c'est une question de dignité. Quelqu'un qui travail recouvre la dignité dont il jouissait avant de fuir. Il faut donc modifier notre droit interne, notre législation nationale pour permettre aux migrants, aux réfugiés de travailler dès lors qu'ils le veulent, lorsqu'ils arrivent sur le territoire de l'UE. Une politique commune de réfugiés et d'asile nécessite également des efforts conjoints pour préserver nos frontières extérieures. Dans l'Union européenne, nous avons abandonné les contrôles aux frontières entre les pays membres de la zone Schengen pour permettre la libre circulation des personnes. C'est un symbole de ce processus d'intégration de l'UE et le système de Schengen ne sera pas aboli sous le mandat de ma commission. Mais en revanche, la libre circulation implique également que nous devons nous rapprocher pour mieux gérer les frontières externes. C'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens. En mai, la Commission l'avait dit, et nous l'avons dit également pendant les campagnes électorales avec Martin, Guy, avec... Le nom m'échappe. Non, je ne désigne pas du doigt Madame Keller, je réfléchissais simplement à... Je ne confonds pas les deux, Keller et Tsipras, réfléchissez simplement. We need to strengthen Sky. Significant. Bitte? José Bové est là? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Salut José. We need to strengthen Frontex. Il faut renforcer Frontex, en faire un système de garde-côtes européen, solide. Cela est faisable, cela coûtera de l'argent. La Commission européenne estime que c'est de l'argent bien investi. Et c'est pour cela que nous proposons des étapes ambitieuses pour ce dispositif de garde-côtes européen avant la fin de l'année. Une politique européenne en matière de migration implique également de relever ou d'ouvrir des canaux légaux de migration pour ces migrants.
Mais soyons clairs, cela ne permettra pas de résoudre la crise des réfugiés à laquelle nous faisons face actuellement. Mais il faut, via des portes d'entrée sécurisées vers l'Europe, permettre une meilleure lutte contre les passeurs, de dissuader ces passeurs. Et puis, n'oublions pas également le défi démographique. Nous aurons besoin de talents venus de tous les horizons. Au fil du temps, la migration doit changer, doit cesser d'être un problème pour devenir une ressource bien gérée. Et à cette fin, la Commission européenne présentera un paquet migration légale en 2016. C'est essentiel. La migration doit être légalisée. Il ne suffit pas de protester contre l'immigration illégale, il faut organiser des façons légales de venir sur le territoire européen. Une solution durable ne sera possible que si nous nous attelons aux causes de cet afflux de migrants. Pourquoi cette crise? La politique européenne doit être plus déterminée, la politique étrangère européenne en particulier doit être plus déterminée. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être désunis lorsqu'il s'agit de guerre, d'instabilité dans les pays voisins. Il nous faudra trouver une solution. Nous avons peut-être été trop faibles face à la crise libyenne. Il faudra trouver des solutions, avoir une approche plus déterminée face à la crise en Syrie. Et j'invite à une offensive diplomatique européenne pour faire face à la crise en Libye et en Syrie. Il nous faut une Europe plus forte en matière de politique étrangère. Je me réjouis que Federica Mogherini, notre haute représentante très déterminée, j'insiste, eh bien Federica a préparé le terrain pour une telle initiative en vue d'un succès diplomatique. Federica a préparé le terrain pour une telle initiative dans le cadre des négociations nucléaires avec l'Iran et je souhaiterais féliciter Federica pour cet excellent résultat. In order to facilitate the work of Afin de faciliter le travail de notre haute représentante, Federica, la Commission propose aujourd'hui de mettre en place un fonds avec 1,8 milliard d'euros de nos moyens financiers communs pour faire face à la crise au Sahel, dans la corne de l'Afrique. Nous souhaitons, grâce à ce fonds, mettre en place une stabilité durable pour permettre aux communautés locales de vivre, pour lutter contre les causes des migrations. J'invite tous les États membres à participer à cet effort. Nous avons besoin de ce fonds d'urgence pour faire face à des crises à l'avenir. And we need higher development aid budget. Et il nous faut des budgets plus importants pour l'aide au développement. L'aide au développement. Budget de la coopération. Il n'est pas normal que les États membres de l'Union européenne réduisent leurs efforts budgétaires en ce qui concerne l'aide au développement. Il faut, au contraire, rehausser cette aide au développement. Monsieur le Président,
Il ne faut pas se leurrer. La crise des réfugiés ne sera pas résolue sous peu. Elle ne le sera pas. Mais refouler les bateaux, mettre le feu à des camps de réfugiés ou tourner le dos à ces personnes désespérées, ça n'est pas l'Europe. Europe, that's the baker in Kos who gives away his bread to hungry and very sad. C'est le boulanger de l'île de Kos qui distribue du pain. L'Europe, c'est cet accueil à Munich, à Passau, qui ont accueilli à bras ouverts ces migrants dans les gares. C'est ça, l'Europe, ces personnes applaudissant sur les quais de la gare à Munich et applaudissant les réfugiés. L'Europe dans laquelle je veux vivre, ceux qui l'illustrent, ce sont ceux qui aident. L'Europe dans laquelle je ne veux pas vivre, elle est incarnée par ceux qui n'aident pas, ceux qui sont dans le besoin. La crise est grave, le chemin sera long. Je compte sur vous dans cet hémicycle qui est le cœur de la démocratie européenne. Je compte sur vous pour démontrer que nous prenons au sérieux nos valeurs communes et notre histoire commune. Voilà donc pour ces principales annonces de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Ce n'est pas l'heure d'avoir peur. L'Europe que je veux, c'est l'Europe de ces Allemands qui ont applaudi les réfugiés arrivant à la gare. C'est l'Europe qui veut reformer Dublin. C'est beaucoup d'annonces dans ces quelques minutes de débat sur la question migratoire que nous avons choisi en fait de vous montrer aujourd'hui. Financement d'un fonds d'urgence, répartition contraignante des réfugiés, aide au développement, politique européenne d'asile, proposition d'une politique européenne d'immigration légale. Nous allons décrypter et analyser ce discours avec mes invités. Avec moi en plateau, Gaëtane Ricard-Nihoul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne ici à Paris. Merci d'être avec nous. Et Geneviève Garrigos, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Amnesty International France. Gaëtane Ricard-Nihoul, je me tourne vers vous. C'est un Jean-Claude Juncker assez véhément qu'on a vu ce matin. Est-ce que vous êtes satisfaite des annonces? Est-ce que vous pensez, après ces années d'errement qu'on a pu avoir au niveau européen sur la question migratoire, que là, aujourd'hui, on a un véritable plan et un leader qui se profile sur ces questions? Alors, je ne vous suis pas sur l'idée des années d'errement. En tout cas, le travail de la Commission sur ces sujets-là, il est constant. C'est vrai que c'est parfois une négociation difficile avec les États membres, mais globalement, je pense qu'il y a des choses qui sont faites depuis des années et on pourra y revenir. Mais c'est vrai que là, on a un discours très fort, je crois, du président qui a voulu passer du temps à faire passer des messages politiques clairs. Notamment sur les valeurs de l'Union européenne. Et notamment sur les valeurs de l'Union européenne, en disant évidemment que l'Union européenne, ce ne sont pas seulement des institutions, ce ne sont pas seulement des programmes économiques, c'est aussi un ensemble de valeurs. Et aujourd'hui, elle est confrontée à une crise qui met en cause ces valeurs et auxquelles elle doit montrer son attachement de manière déterminée. Donc je pense que c'est un discours qui restera. C'est une crise sans précédent, selon le président de la Commission Sans précédent, européenne. mais qu'il a remis en perspective aussi par rapport aux chiffres. Je crois qu'il a bien expliqué que cet afflux de réfugiés correspondait seulement, je crois qu'il a dit 0,11% de la population par rapport à d'autres pays, il a cité le Liban et d'autres, qui ont accueilli des nombres beaucoup plus importants. Le Liban, c'est 1,11 million sur 4 millions d'habitants, ce qui correspond à peu près à 25% de sa population. Donc voilà, je crois qu'il a aussi essayé de mettre en perspective, tout en disant c'est une crise importante aussi, et l'Europe doit être à la hauteur dans sa réponse. Est-ce que vous êtes satisfaite, Geneviève Garrigos? Est-ce que vous pensez que là, on se tourne vers une forme de solution européenne globale sur la question des réfugiés? Déjà, il y a le premier point et vraiment, je pense que le discours de M. Juncker a bien remis les choses dans leur contexte et notamment sur le fait qu'il s'agissait de personnes. Ce n'était pas une question de misère, mais d'êtres humains, de droit international, de solidarité, historique aussi au niveau de l'Europe. Et sincèrement, je pense que les dirigeants des différents pays européens, la classe politique en général, devraient s'inspirer de ces propos pour remettre aussi dans l'opinion publique au cœur
la question majeure qui nous réunit, c'est-à-dire la protection des personnes et comment on doit leur venir en aide. Après, au niveau des mesures, bien sûr, bon, on voit bien qu'on va dans le bon sens. On voit bien que sont enfin abordées les questions comme la question de l'accès sécurisé à l'Union européenne. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut mettre en mesure pour la relocalisation, pour accélérer les procédures d'asile, etc., il ne faut pas oublier que ceux qui arrivent aux frontières de l'Union européenne sont ceux qui finalement, en tout cas par exemple pour les Syriens, les Irakiens, qui ont soit les conditions physiques, l'argent pour les passeurs. Surtout les conditions financières. Hein. On parle de passage. Un passage, pour être clair, c'est entre 1 500 et 5 000 $. Hein. Oui, c'est ça. Donc il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies. Et ceux qu'on voit arriver finalement, c'est pas forcément les plus vulnérables. Ceux que nous demandent de réinstaller par exemple le HCR. Alors il y a un chiffre de 160 000 qui a été avancé. Au regard du besoin à l'heure actuelle, nous pensons qu'il faudrait que l'Europe accueille 300 000 personnes. Mais après, bon, il y a différents points sur lesquels on peut revenir. Oui, on va y revenir. Mais déjà, on n'est plus sur on protège et on s'enferme. On accueille et ce sont des humains. Et ça, c'est un grand point. Alors justement, sur la question des chiffres, on avance donc, le président de la Commission vient d'avancer le chiffre de 160 000 réfugiés en relocation. Relocalisation, pardon, relocation en anglais, pardon. Il y a deux systèmes. Il y a la réinstallation, qui consiste à aller chercher des réfugiés potentiels dans les camps et à les faire venir en Europe. Là, on parle de relocalisation, c'est-à-dire des gens qui sont déjà sur le territoire européen. 160 000, alors qu'on en attend 300, 350 000 sur l'année. Enfin, l'Allemagne parle de 800 000. Les chiffres ne sont pas très clairs. Est-ce qu'on sait combien de réfugiés vont arriver en Europe cette année ? Alors, je crois qu'il l'a dit clairement, c'est pas la fin de la crise et ce qu'on propose maintenant, c'est pas la fin de tout ce qui sera mis en place, bien sûr, mais c'est important parce que c'est en réalité déjà un changement dans les règles de Dublin qui explique Alors, la quel convention État de membre Dublin, expliquez-nous rapidement pour être clair. C'est un système qui permet de dire qui est responsable de l'accueil d'un migrant, en général le pays dans lequel il arrive. Le premier pays dans lequel il arrive, en fait, doit prendre en charge la demande soit d'asile politique. Voilà, donc aujourd'hui, on voit bien que c'est l'Italie, la Grèce et la Hongrie qui sont particulièrement concernés. Donc on dit, on ne va pas laisser ces trois pays seuls affronter cette arrivée massive. Et donc on va répartir de manière solidaire dans les États membres. Donc le principe était important. On va le faire avec un mécanisme d'urgence. La Commission avait déjà proposé 40 000 en mai, propose 120 000 de plus, d'où ce chiffre de 160 000. Mais ça, c'est un mécanisme d'urgence. Et à côté de ça, on va travailler à un mécanisme permanent de relocalisation. Ça veut dire qu'en réalité, on va s'adapter au flux et il va y avoir un mécanisme de solidarité permanent. Donc ça veut dire que cette répartition, ces clés de répartition permanentes vont devenir contraignantes et ce sera un système pérenne? Alors c'est l'objectif de la Commission, il l'a dit de manière assez forte, le président, il veut que ce soit obligatoire. Sachant qu'Angela Merkel, pendant le discours, a redit de nouveau qu'elle souhaitait un mécanisme contraignant. Geneviève Garrigos, vous y croyez quand on sait qu'en mai, ces 40 000, ces quotas, puisque c'était à l'époque la manière dont on le présentait, le chiffre de 40 000 n'avait pas du tout été accepté par les États, on arrivait vaguement à 34 000. Est-ce que vous y croyez à cette barrière des 160 000 ça devient de toute façon une obligation pour les États. Et c'est là où on voit un inversement de politique. Jusqu'à présent, on laissait aux pays qui sont à la frontière de l'Europe le poids de contrôler, de renvoyer et d'accueillir. C'était un peu le principe de Dublin 3, avec le fait qu'ils ne pouvaient demander l'asile que dans les pays par lesquels ils arrivaient. Et on voit aujourd'hui avec les chiffres qui ont été annoncés, notamment de réfugiés qui aujourd'hui sont en Italie et en Grèce, qu'on ne peut pas laisser porter à ces États seul le poids. De même que, et ça aussi c'est important parce que souvent on parle de l'Europe, mais il faut aussi parler des États. Et les États, c'est pas parce qu'il y a une politique européenne commune, c'est pas parce qu'il y a un plan commun qu'ils se doivent se dédouaner de leurs obligations internationales en termes d'accueil de réfugiés, de demandeurs d'asile. Et finalement, ce qu'on demande de toute façon, c'est au moins la réforme de cet aspect-là dans Dublin 3, c'est-à-dire ne plus laisser que ce soit exceptionnel ou lorsqu'il y a des crises, l'accueil uniquement
sur les pays qui sont aux frontières de l'Europe. Alors justement, hein, cette convention de Dublin, ça fait quand même des années que que certains pays européens demandent sa renégociation. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques mois, on remette à plat cette convention ou, comme certains pays ne veulent absolument pas, notamment les pays de l'Est, voir rouvrir ce dossier, il faut pas espérer quelque chose? Comme je le disais, c'est déjà une manière quand même de rediscuter, d'établir ce système. Et en 2016, si je ne m'abuse, il y a de toute façon un rendez-vous, je crois, pour remettre à plat le système. Donc, bien sûr que s'il y a un besoin de réformer autre chose, ce sera considéré. Quand on est face à une crise comme ça, il faut qu'on n'ait pas de tabou du côté de la législation. Alors, Jean-Claude Juncker parlait d'une procédure d'infraction dans son discours sur les pays qui contreviendraient donc à ces répartitions obligatoires. Est-ce qu'il faut imaginer que Viktor Orban, par exemple, pourrait se voir taclé ou alors attaqué devant une juridiction européenne sur la non-application de ces règlements à venir? Alors, il a parlé de procédure d'infraction, pas exactement là-dessus. Il a parlé de procédure d'infraction, d'ailleurs, déjà engagée par la Commission, comme il l'a dit, avant l'été, par rapport aux États qui ne respectent pas le régime commun d'asile. Parce que c'est ce que je disais au début, que la Commission n'a pas attendu la crise quand même pour proposer des choses. Ça fait plusieurs années que les États membres travaillent à ce régime commun d'asile qui va déjà assez loin dans l'harmonisation des conditions d'accueil, des procédures, des critères pour accorder l'asile. Seulement, ce sont des morceaux de législation qui ont été mis en œuvre petit à petit, le dernier en juillet. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'application de ces règles. C'est de nouveau et donc ça veut dire que tout n'est pas encore parfait. C'est pourquoi la Commission est très vigilante pour que justement ces règles communes soient bien mises en œuvre. Maintenant, à partir du moment où vous entrez un système effectivement dans ce corpus législatif européen, la Commission, qui a un rôle de gardienne des traités et de protection du droit européen, peut effectivement s'attaquer à un État qui ne respecte pas les règles communes. Oui. Donc est-ce que par exemple Viktor Orban, qui a érigé un mur de grillage et de barbelés à sa frontière, pourrait potentiellement, puisqu'il contrevient potentiellement à ces règlements, être attaqué ou pas? Alors ça, l'État membre reste responsable de la gestion de ses frontières quand même. Donc ça, cet aspect-là spécifiquement, c'est pas exactement la même chose, mais je crois que le message politique pour le coup sur ce sujet a été assez clair sur le fait que ce n'était absolument pas la solution privilégiée par la Commission. Oui, effectivement. Geneviève Garrigos, on parle de 4 milliards d'euros mobilisés par la Commission européenne et les États membres pour aider les pays limitrophes. Il a parlé notamment de la Syrie, de la Turquie, de la Jordanie, du Liban. Ça paraît peu, eu égard aux 4 millions de Syriens dont ces pays doivent prendre en charge le quotidien. Il est clair, et maintenant depuis 2-3 ans, que le HR et les agences onusiennes n'ont pas assez, ne lèvent pas assez de fonds pour venir en aide aux personnes qui sont réfugiées, déplacées dans les pays, puisque la majorité sont quand même déplacées à l'intérieur des pays, ou réfugiées dans les camps. Alors il y a les 4 milliards de l'Union européenne, mais bon, il est difficile de savoir à quoi elles sont affectées et exactement. Il est clair qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est justement d'augmenter cette aide et au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau des États membres. D'accord. Et il y a une autre problématique qui est celui des subventions. On parlait de l'aide au développement, il a évoqué la question de l'aide au développement pour éviter effectivement que les demandes légales potentielles de migration économique soient réduites. On voit que certains pays, notamment je pense à l'Érythrée, bénéficient de subventions européennes assez importantes, 312 millions d'euros, si je ne m'abuse, par le programme européen de développement. Est-ce qu'il faut revoir la liste des pays qui peuvent bénéficier de ces subventions quand on connaît c'est Afewerki, pardon, le dictateur de l'Érythrée qui... et on voit une partie de la population érythréenne également quitter le pays. Aujourd'hui, l'Érythrée est un des grands pays justement de fuite, d'où fuient les personnes et de très très nombreux réfugiés arrivent d'Érythrée compte tenu des conditions, non pas économiques, mais des conditions politiques en termes d'arrestation, de torture, d'esclavage, etc. La situation est dramatique. Alors on a vu que l'Union européenne avait donné une aide au développement. Je ne connais pas exactement
le contexte. On ne peut pas dire qu'on ne va pas donner de l'aide au développement à certains pays où les populations seraient finalement les premières victimes du manque de cette aide. Maintenant, comment elle est attribuée, comment elle est utilisée, ça, il faut être vigilant. Mais surtout, c'est pas parce qu'on, il faut pas croire que parce qu'on donne de l'aide au développement, on va résoudre les crises dans un pays et qu'on va ne plus avoir de réfugiés. Ce sont deux choses différentes. L'aide au développement est nécessaire, comme elle est nécessaire pour l'accompagnement au développement politique et la démocratie, etc. Mais ce sont des actions à plus ou moins long terme qui demandent une implication forte. Mais derrière, il faut vraiment venir en aide aujourd'hui aux personnes. Alors, il y a aussi la question des pays sûrs que Jean-Claude Juncker a évoqué. Ces pays qui, en fait, sortiraient de la liste des potentiels réfugiés ou des potentiels demandeurs d'asile. Est-ce qu'on connaît cette liste ou pas ? Alors, le président a parlé des pays candidats, notamment dans les Balkans occidentaux ou sur la voie de la candidature, parce que vous savez que dans un processus de négociation pour adhérer à l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les critères de Copenhague, c'est-à-dire on fait attention que l'État en question respecte les droits de l'homme, la démocratie, l'État de droit, et qu'à partir du moment où on considère qu'ils respectent les critères de Copenhague parce qu'ils sont candidats, il faut effectivement avoir une procédure peut-être un peu accélérée d'examen des demandes d'asile. Mais ça ne veut pas du tout dire, et je crois qu'il a beaucoup insisté là-dessus dans son discours, qu'elles sont rejetées. Ça veut simplement dire qu'on applique une procédure un peu accélérée. Mais si quelqu'un venant de ces pays a la Turquie, par exemple, une demande tout à fait légitime d'asile parce qu'effectivement il prouve qu'il y a un problème de persécution, etc., bien sûr que le droit d'asile reste le même. Vous y croyez, Geneviève Garrigos? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans un... toute la difficulté avec les pays d'origine sûre, c'est qu'effectivement, après, les pays ont... Comme il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen, par exemple, en France, une des difficultés, c'est qu'il y a une procédure accélérée, mais ensuite, quand il y a une procédure d'appel, bien les personnes peuvent être renvoyées pendant la procédure d'appel. Et donc, là, on voit qu'on n'est plus du tout conforme au droit d'asile et à la protection, parce que c'est pas parce qu'un pays est dit sûr, quand vous lisez les rapports d'Amnesty International, vous vous demandez quel est vraiment le pays sûr, finalement, au bout du compte, vous pouvez toujours être persécuté de par votre religion, votre orientation sexuelle. Donc, finalement, l'Europe reste une terre d'accueil pour... Il faut pouvoir examiner les demandes, de même qu'aujourd'hui, on est très focalisé sur la question des réfugiés qui arrivent via la Syrie, l'Irak, l'Érythrée, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont persécutées. Et une des craintes que l'on a, que ce soit en termes de réinstallation ou de relocalisation, on l'a vu ce matin, ceux qui sont arrivés en France, c'était des Syriens et des Irakiens. Il ne faudrait pas non plus que cet effort fasse oublier par exemple les Afghans ou d'autres nationalités. Qu'on commence à sélectionner par nationalité, par origine. Et d'ailleurs, il l'a rappelé, il est hors de question... Il est important d'alerter là-dessus. Ce n'est pas uniquement les Syriens, les Érythréens et les Irakiens. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que le président de la Commission a rappelé une nouvelle fois, il s'est rappelé à l'histoire que ces moments où on a trié les populations selon leur religion renvoient quand même aux heures les plus sombres de notre histoire. Rapidement, on arrive au terme de cette émission. Sur l'espace Schengen, Gaëtan Carnioul, je ne serai pas le président de la commission qui verra se dissoudre l'espace Schengen. Quand on voit certaines attaques de certains pays européens sur Schengen, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'il faut fondamentalement garder cette idée de libre circulation coûte que coûte? Bien sûr, parce que c'est l'essence de la construction européenne et je crois que souvent les attaques sont liées à une mauvaise compréhension de ce qu'est Schengen. Ça ne veut pas dire qu'on a ouvert les frontières, ça veut dire simplement qu'il y a un espace où les frontières intérieures n'existent plus, c'est la libre circulation et donc il y a des frontières extérieures à l'espace Schengen qu'on doit gérer en commun. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des moyens de renforcer ce contrôle, de mieux coopérer pour assurer
un contrôle plus efficace, en tout cas d'un examen des demandes plus fluide, etc. Tout ça, il faut sans doute le faire, mais ça ne remet absolument pas en cause Schengen et la libre circulation. Et j'imagine que tout ceci sera dans le paquet immigration qu'il a annoncé peut-être pour l'année prochaine. Donc. Alors le paquet migration, il a été présenté en mai. En mai, il y a eu un agenda global pour la migration, parce qu'on voit bien dans tout ce qu'on dit ici qu'on ne peut pas traiter ce genre de situation avec un seul élément du problème. Et on a parlé des pays d'origine, de l'aide au développement, etc.